La monture FZ, donc c'est la seule caméra PL qui a une monture native très courte. Donc ça, Jean-Yves vous l'a déjà dit, mais c'est vrai que vu que la moyenne de prix des optiques PL en optique fixe, c'est les moins chers, ça vous l'avez trouvé dans les 2000 euros. L'idée de pouvoir adapter dessus des anciens Nikon, des anciens Canon, qui sont des optiques assez décentes quand même, qui vont coûter entre 150 et 300 euros, c'est pas forcément super idiot, surtout quand on a un corps de caméra qui est dans les 15 000 euros. Donc on peut imaginer de pouvoir fabriquer une série pour commencer, pour un coût très faible. Toutes les optiques qui couvrent ce format-là, bien sûr, on ne mettra pas d'optique micro 4 tiers là-dessus, mais toutes les optiques qui couvrent ce format-là, jusqu'à des optiques qui ont 50 ans, jusqu'à des optiques très récentes, des zooms un peu légers, type zoom Canon, il y a une adaptation pour les Canon EF, avec un petit boîtier qui est fait par MTF avec le report de diaph. Donc on peut imaginer bosser avec un 70-200 de 8 ou un 24-105, ce qui est assez intéressant, vu l'ergonomie et la taille de ces optiques-là. Voilà, tous les vieux cailloux, tant qu'il il y aura toujours des fabricants pour fabriquer des adaptateurs. Et comme cette monture FZ, elle est héritée de la F3, la plupart de ces adaptateurs, ils existent déjà. Il y a donc MTF qui fabrique des adaptateurs, Canon FD et Nikon. Il y a aussi PS Technics qui fabrique, eux, ils ont un adaptateur pour une monture universelle et derrière, de cette monture universelle, repartent vers des montures Leica, vers des montures Blade, je crois. Enfin, on va vérifier, mais il y a vraiment plein de possibilités. Je sais que tu les montreras, tes optiques, tout à l'heure. Il y a pas mal de choses qui sont possibles grâce à voilà, des petits adaptateurs comme celui-là. Là, c'est l'adaptateur Canon EF. C'est juste des bagues, hein, il n'y a aucun élément optique. Après, il y a aussi des trucs qui sortent en ce moment qui sont des adaptateurs B4 vers PL avec là des éléments optiques qui permettent d'élargir le faisceau. Ça, j'ai pas du tout essayé, je ne sais pas du tout ce que ça donne, mais apparemment, on commence à parler pas mal de ce genre de choses. Et autre chose très intéressante aussi dans cette monture, c'est qu'on retrouve des contacteurs qui sont au protocole compatible avec les protocoles Harry et Cook. Vous avez ces contacteurs-là. En haut, ça c'est... Je sais plus lesquels sont lesquels. Hein. Il y a Cook et Harry, mais je sais plus. En haut, c'est Harry. Ouais. D'ailleurs, Fujinon, ils sont compatibles avec les deux protocoles. Oui, monsieur. Bravo. Bien ouais. Et ce qui fait que du coup, vous allez pouvoir récupérer dans les métadatas toutes les informations en termes de focale, de distance de mise au point, de diaph, qui peuvent être assez précieuses pour de la post-prod. On va remettre celui-là. Voilà. Voilà, je voulais revenir un petit truc sur les espaces couleurs. T'as mon petit slide. Alors j'imagine vous connaissez... Ouais, bon, il est un peu dégueu. Vous connaissez tous la représentation... Comment ? Non, j'avais que ça. En fait, vous connaissez tous la représentation de l'espace couleur. Donc ça, c'est l'espace couleur qui est visible par l'œil humain. Et là, dedans, s'intègre... Donc il est représenté avec le rouge, le vert, le bleu. Bien sûr, là, c'est une tranche, en fait, d'espace couleur. C'est-à-dire qu'en vrai, il faudrait le représenter en 3 dimensions avec le noir au bout d'un axe, au bout d'un troisième axe qui serait ici. Donc moi quand j'ai découvert ce truc, j'ai été un peu triste parce que je me suis aperçu que l'espace P3, qui est l'espace du DCP, il est à peine supérieur à l'espace Rec 709 et il est très inférieur à l'espace de la copie film. Donc vous voyez que l'espace couleur S-Gamut de la F65, qui est le même que la F55, hein, encore une fois c'est les mêmes pigments, il est bien supérieur à tout cela. L'intérêt d'avoir un espace couleur aussi étendu, ça va être pour tout ce qui est effets spéciaux et étalonnage. C'est-à-dire qu'on travaille en effets spéciaux et en étalonnage sur de la sélection colorimétrique. Et plus... Alors c'est vrai aussi que le DCP, c'est du 12 bits. Là, on enregistre du 16 bits. Donc sur la quantification couleur, on est bien au-delà. Mais tout ça, ça va nous permettre de sélectionner bien plus précisément une couleur. Et du coup, de gagner beaucoup de temps sur tout ce qui est key, aussi bien pour des chroma keys, pour des incrustes, ou même un truc qu'on fait de plus en plus maintenant en étalon numérique, c'est-à-dire d'isoler une couleur et l'étalonner séparément, notamment les teintes de chair. Hein, maintenant, c'est pratiquement sur presque tous les films, sur chaque plan, on va faire un key spécial pour traiter les peaux indépendamment du reste de l'image. Et là, du coup, la sélection va se faire, mais vraiment très très simplement. On n'aura pas besoin de galérer à l'affiner. Ça va aller très 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 vite.
Et pour l'intégration de tous les effets spéciaux aussi, c'est très intéressant. Après, attention, parce que si jamais ce signal, donc S-Gamut de la F55, vous le traitez en sortie dans un espace P3, vous voyez bien que ça dépasse. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a deux façons de le faire hein, quand on convertit d'un espace couleur à un autre. C'est soit on coupe ce qui dépasse, et là vous avez un peu plus que vos yeux pour pleurer si vous vous en rendez compte trop tard. J'ai l'exemple du tournage de pub ou de clip, où en plus avec un éclatement de la post-production, vous tournez en RAW, c'est débayerisé à gauche, plus tard dans un autre endroit ça va être conformé, et puis l'étalo c'est encore à un autre endroit, on arrive en étalonnage, l'image elle est clippée. Merde, l'étalonneur il fait « Ah non, non, ça vient pas de chez moi, c'est arrivé comme ça ». On appelle le mec à la conf. « Ah non, non, chez moi c'est nickel ». Bon, on appelle le mec qui a fait le débailleur. « Ah désolé, il est en vacances, il revient dans 15 jours ». « Ah merde, faut libérer après-demain » et puis voilà. Donc moi je suis devenu un vrai parano sur les conversions. Quand on commence, le film c'était tellement simple. On nous fait croire que le numérique c'est hyper simple, mais le film c'était tellement plus simple. Et alors tourner en RAW c'est un enfer. C'est un enfer, enfin c'est pas un enfer, c'est juste que c'est un vrai métier, c'est un vrai savoir-faire de convertir tous ces trucs dans les espaces couleurs. Déjà si vous vous rendez compte de tout ce qui se passe jusqu'à ce que dans la caméra pour que vous puissiez voir cette image-là, c'est monstrueux. C'est-à-dire qu'on part d'un capteur qui est dans une matrice de Bayer, c'est débayerisé, donc c'est converti en RGB. La caméra va le convertir en YQV pour pouvoir le sortir par une sortie vidéo. Le moniteur va le reconvertir en RGB parce que lui, sa dalle, elle est RGB. Et à chaque fois, dans toutes ces façons de définir la couleur, vous avez des espaces couleurs différents. C'est un cauchemar. Hein. Et un exemple tout con, mais c'est vraiment très 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 important aujourd'hui de savoir ce qu'on regarde et ce qu'on est en train de monitorer. Moi, les premières fois que j'ai tourné avec la F3, parce que moi j'avais tourné avec les prototypes de la F3, etc. Et j'ai pas mal tourné avec cette caméra parce que surtout avec la courbe S-Log, je trouve que vraiment sur des petits projets, on arrive à une image qui est assez proche de l'Alexa, qui est quand même un peu la référence aujourd'hui en cinéma numérique, et tout en étant dans un codec débayerisé, c'est-à-dire que moi je préfère faire confiance à la caméra, si j'ai pas un gros workflow derrière, ça m'arrange de faire confiance à la caméra pour débayeriser, au moins je sais qu'elle le fait bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, à part la F55, il n'y a que l'Alexa Studio qui est en obturateur mécanique et en visée optique, et la F65 qui est, pour le coup, pas de visée optique, mais une obturation mécanique, qui ne souffre pas de ce problème. Et aussi la Penelope Delta, mais là, c'est parce qu'on est sur une autre technologie de capteur, on est sur du CCD. La F5, elle va souffrir du rolling shutter exactement comme une Alexa, comme une RED. On se retrouve dans le même type de capteur. Après, on commence à être un petit peu habitué à ça, hein, même en long métrage. On finit par tolérer ce truc qu'on trouvait horrible au début. Et après, c'est vrai que ça dépend aussi pas mal de la puissance du processeur qu'il y a derrière. C'est-à-dire que vous en avez beaucoup plus avec un iPhone ou un 5D qu'avec des caméras un petit peu puissantes qui vont quand même réussir à enregistrer assez rapidement le... Donc là, c'est la F55. Voilà, donc la F55 sur un ventilateur. Donc là, ce qu'on voit, c'est que ça reste quand même relativement droit. Il faut surtout regarder la bande qui se trouve au milieu avec marqué rolling shutter. Donc là, si je passe du coup à la F5. Voilà, donc ça, c'est la F5. Là, on voit que du coup, les courbes sont beaucoup plus... Qu'on a cette espèce de déformation des pales qu'on n'avait pas sur la F55. Pour être gentil, j'ai aussi pris la C300 pour comparer. Et on voit que c'est le même combat entre la F5 et la C300. Ouais. Mais on pourrait aussi mettre l'Alexa à côté, hein, ou une RED, on serait exactement dans le même genre de problématique. Donc là, si je remets la F5 et la F55... Le gros avantage d'avoir cette technologie de global shutter, ce qui est par rapport à des obturateurs mécaniques, c'est qu'on va pouvoir travailler avec une obturation totale. C'est-à-dire travailler avec un shutter off, ou 360 degrés d'obturation pour ceux qui viennent du film, ce qui permet quand même d'avoir à 25 images un temps de pause d'un 25e de seconde. Alors la F5, elle est de base à 2000 ASA. Donc on est sur des capteurs extrêmement sensibles. Moi, les quelques tests que j'ai faits, je pense pas que ce soit mensonger.
Et les gens qui ont un petit peu travaillé avec, il y en a même qui disent que c'est un peu plus. Je suis pas allé jusqu'à faire des tests très empiriques sur du keylight, etc. Donc je peux... Mais voilà, on est à 2000 ASA. Sur un capteur CMOS, je déconseille énormément de changer la sensibilité ou de mettre du gain, parce que ça équivaut à déplacer la fenêtre de lecture. Donc au bout d'un moment, soit on fait monter du bruit, soit on va clipper les hautes lumières. Du coup, on va plutôt travailler... Là, les deux caméras sont équipées de filtres neutres intégrés, qui prennent chacun 3 et 6 diaphes. C'est des filtres mécaniques, hein. Vous les voyez passer, voilà, c'est des vrais filtres physiques. Ils sont traités infrarouge, parce que c'est vrai que le CMOS est beaucoup plus sensible à l'infrarouge que le film ou le CCD. Et du coup, c'est vrai que la plupart des caméras qui n'ont pas ces filtres intégrés nécessitent d'utiliser des N18 traités infrarouge, des hot mirrors, qui sont très chers, qui sont assez fragiles et qui obligent de fait à avoir une matte-box en extérieur. Là, par exemple, on peut complètement s'émanciper de la matte-box si on a envie. Et là, sur celle-là qui a 2000 ASA, 3 diaphes et 6 diaphes, ça veut dire qu'on se retrouve avec 2000 ASA, 250 ASA et 32 ASA. Donc on se retrouve à peu près, pour ceux qui viennent du film, avec l'équivalence un film extérieur jour, un film intérieur jour et un film pour la nuit. Donc là, on est sur des paliers de 3 diaphes. Moi, en général, je prends juste un N3 et un N6, qui font 1 et 2 diaphes. Et du coup, je peux choisir exactement le diaph que je veux. Si on est plutôt dans un mode un peu docu, sans assistant, on va plutôt favoriser le peu de profondeur de champ pour ramener quand même des images un petit peu nettes et avoir peu de problèmes de points. Donc on va pouvoir compenser ce petit problème de la surdéfinition et du cercle de confusion qui devient une peau de chagrin. Plus on augmente la définition, plus réduit. Différence de sensibilité entre les deux caméras, parce que la techno dont vous parlez Jean-Yves, des transistors implémentés sur le capteur, bah, ça prend un petit peu de place, du coup les photosites sont un tout petit peu plus petits. Et elle n'est que à 1250 ASA. Voilà. La F55. Elle est un tout petit peu... mais bon, on est à 2 tiers en dessous. Sur des capteurs avec cette dynamique-là, bon, c'est pas le jour et la nuit non plus. Bon, juste pour faire le tour de l'extérieur de la caméra, donc vous avez un menu qui peut, les premiers qui ont mis le nez dedans, ils ont commencé à dire « Oh là là, il y a plein de trucs, c'est compliqué ». Faut voir qu'on est sur des caméras qui sont tellement polyvalentes, en termes d'entrée-sortie, en termes de mode d'enregistrement, en termes d'espace couleur, en termes de cadence, que évidemment il faut faire des réglages. On ne va pas faire avec 3 boutons. Par contre, c'est des réglages qu'on va faire en prépa, parce que pour un projet, on va avoir un type de réglage, et après, on va accéder à toutes les fonctionnalités de base sans rentrer dans le menu. Un accès direct à l'obturation, un accès direct aux luttes et à la sensibilité. Encore une fois, la sensibilité, moi, je recommande de la laisser à sa sensibilité nominale. Donc 2000 pour celle-là, 1250 pour l'autre. Non, pas du tout, c'est celle-là, la F5. Enfin bon, oui, la seule différence, hein, c'est l'anodisation de la monture. Hein. La F5, elle est anodisée en noir et la F55 en alu sur la monture FZ. D'extérieur, il n'y a pas de différence. Il n'y a même pas écrit F5, F55 dessus. Donc, voilà. Si vous voulez vous la péter avec une F5, prenez un marqueur argent et puis voilà. Donc il y a pas mal de boutons assignables aussi. Pour ceux qui sont habitués à la F3, on a la possibilité de virer l'affichage sans virer les marqueurs de cadre. Ce qui était un peu pénible avec la F3, quand on essayait de faire des trucs en 2.35, on voulait virer le display, on perdait tout. Du coup, on finissait par mettre du gaffeur sur le moniteur, des trucs comme ça, c'était un peu chiant. Là, du coup, ils ont un peu corrigé ce truc-là. Les deux viseurs, il y a le viseur OLED 1920-1080, qui est très très défini, qui va avoir une fonction Expanded Focus, qui permet de zoomer un pixel, pour pouvoir aider à la mise au point. Donc le tour, Jean-Yves vous a montré, hein, les sorties, on a 4 sorties HDSDI qui sont paramétrables 2 par 2. Donc on peut avoir une sortie luttée, une sortie pas luttée, une sortie avec l'affichage, enfin 2 sorties luttées ou 2 sorties pas luttées, 2 sorties d'affichage, etc. Juste pour vous parler un tout petit peu de la courbe S-Log, parce que c'est vrai que, moi j'ai fait beaucoup de comparatifs récemment avec toutes les caméras qu'il y avait chez un certain loueur que je ne peux pas nommer, dans tous les formats possibles. Et c'est vrai que j'ai un peu
redécouvert la F65, qui est une caméra qui a été un peu oubliée en France, et parce que l'Alexa a complètement explosé le marché et que tout le monde s'est jeté dessus. J'ai fait un comparatif en HD entre l'Alexa et la F65, et vraiment, il n'y a pas photo. Bon, après, c'est peut-être un petit peu méchant parce que le ProRes, c'est un codec qui a été développé pour faire du montage offline. C'est pas un codec qui a été développé pour le tournage. De l'autre côté, on avait du HD CamSR, 440 mégabits contre 200 mégabits. On est en 4.4.4 en 10 bits des deux côtés, mais voilà, c'est un peu le jour et la nuit. La plupart des films français qui se sont tournés en Alexa, les longs métrages, ils se sont tournés en ProRes. Et personne n'est sorti de la salle en disant « Oh, les couleurs sont moches, machin ». Là, il y a Astérix qui va sortir, c'est du ProRes 4.2.2 en 3D, en log-C. Et autre grosse différence que j'ai trouvée entre la F65 et l'Alexa, c'est la courbe S-Log2, que je trouve beaucoup plus efficace, beaucoup plus optimisée que le log-C Arri Alexa. Si vous avez un sujet qui est déjà assez peu contrasté, genre un petit matin un peu brumeux et tout, vous vous retrouvez vite avec sur votre waveform, vous avez ça, quoi. Et c'est vrai qu'après, quand vous essayez de l'étaler, de tirer un peu dessus, vous allez rapidement faire apparaître, surtout en ProRes, des artefacts et des trucs comme ça. Là, sur le S-Log2, vous avez une image qui est quand même sur les waveforms, qui prend facile 70% du waveform. Donc vous récupérez un maximum de dynamique du capteur, mais tout en étant assez optimisé dans un espace vidéo. Moi, autre avantage que je trouve à ça, alors c'est une petite bidouille, mais pour ceux qui ont un peu tourné en log-C, je pense que ça va pas être anodin. On a tous eu ce problème le log-C. Quand on tourne en ProRes, le log-C, c'est pas un truc qui est fait pour faire du online. Le ProRes, lui, est fait pour faire du online. Donc souvent, ce qui se passe, sur la pub ou du clip, le réalisateur, il va monter son image en log-C, et alors on va dire, oui, il faut appliquer des luttes. Mais les luttes, ça demande à faire une génération. À moins d'avoir un monstre comme machine de montage, il n'y a pas un seul logiciel de montage qui est capable d'appliquer une lutte en temps réel. Du coup, le réalisateur, il monte en regardant du log, et quand on arrive à l'étalonnage, le premier truc qu'on fait, c'est on recolle un peu les noirs, genre on délogue, on recolle les noirs, on met de la SAT, et le réalisateur, il hurle « Ah non, 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 c'était vachement bien avant, c'était très doux et tout, machin. » Parce qu'il y a ce phénomène de s'habituer au rush. Et ça, c'est un gros problème, et on voit énormément de pubs depuis quelques temps, qui sont, mais c'est du log, quoi. C'est hyper désaturé, et les noirs, ils sont à 10 ou 15%. Et c'est un vrai problème pour l'opérateur parce que c'est pas l'image qu'on a voulu faire. Et moi, l'astuce que j'ai avec le S-Log2 et que j'avais déjà avec le S-Log, c'est que il est assez optimisé pour que juste en changeant 3 réglages dans mon moniteur, je puisse le déloguer. C'est-à-dire que mon moniteur et le moniteur du réalisateur, je mets le contraste à fond, je baisse un peu la luminosité, je mets plus 15 en saturation, j'ai une image tout à fait naturelle et regardable. Et en plus de ça, moi, sur mon moniteur, sur la caméra, avec le waveform, je monitore toujours le S-Log. Enfin, le log-C. Non, le log-C. Avec le log-C, ça marche pas. Hein. J'ai essayé, on arrive à un truc tout pourri, contraste à mort, ça suffit pas, etc. Et pareil, je passe au montage. Le premier jour de montage, je prends le moniteur de montage, je fais ma lutte à l'arrache, là, pareil. Et ouais, mais c'est con comme astuce, mais après, j'ai pas un réalisateur qui est malheureux quand je recolle les noirs en étalonnage parce qu'il s'est habitué pendant une semaine à monter ses images en log. Donc ça, c'est un truc que je trouve assez chouette. Et du coup, ça fait quand même de la F5 et de la F55 des caméras redoutables en HD, avec le codec HD CamSR et cette courbe S-Log2, quoi. J'ai très hâte de voir des comparatifs, mais je pense que ça va être assez méchant pour la concurrence. Et encore une fois, c'est les seules caméras du marché qui permettent d'avoir ce double enregistrement vidéo et RAW. Donc du coup, vraiment, en fonction de chacun des projets, vous allez pouvoir décider du meilleur codec, tout en se disant, on fait une archive en RAW au cas où. On fait du doc, peut-être ça va finir en salle. Et si on a du budget, on pourra faire une confo en RAW. Pareil pour du téléfilm, hein, il y a pas mal de téléfilms qui ont fini en salle. C'était il y a quelques années, mais ça doit arriver encore de temps en temps. Et voilà. Alors bien sûr, le XAVC, c'est pas du 4.4.4. Mais c'est le seul codec qui permet de faire du 2K et du 4K sur la F55 et du 2K sur celle-là. Mais connaissant le savoir-faire de Sony en termes de codec, je serais très surpris que ce soit moins bon que du ProRes 4.4.4. On a la moitié du débit. C'est vrai qu'on est à 200 mégabits, là on est à 100 mégabits en HD ou en 2K.
Mais encore une fois, à chacun de faire ses tests. Hein. C'est pas tout ce que je vous dis, c'est pas parole d'évangile. Hein. Il faut tester, comparer. Maintenant, moi, j'ai vu beaucoup d'essais caméra faits par des gros prestataires. Et en fonction du prestataire, je préférais l'image de telle caméra ou l'image de l'autre caméra. Donc c'est vraiment un savoir-faire aussi de travailler les images derrière. On est sur, on est sur du capteur CMOS partout, pratiquement partout. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on fait derrière, ce qui se fait dans la caméra et ce qu'on en fait derrière qui va donner le look à votre image. C'est-à-dire que le truc où on disait « Ah, l'image Fuji, c'est un peu plus vert quand on était en péloche », bon, déjà, l'étalonnage numérique, ça a complètement rendu ce truc débile parce que, hop, un peu moins de vert, c'était fini. Donc voilà, et puis oh, l'image Sony, elle est un peu plus dure et tout. Tout ça, ça n'a pas tellement de sens aujourd'hui. Alors, il y aura toujours des gens des fétichistes un peu à l'ouest pour vous sortir des trucs comme ça, mais on sort c'est du Bayer, c'est du CMOS et c'est les mêmes technos. Donc on n'a pas plus de texture sur l'une que sur l'autre. On peut parler de surdéfinition en fonction des capteurs utilisés, mais c'est tout. Moi, je suis pas un ayatollah du 4K. Je sais que alors on en parlait tout à l'heure. Moi, je trouve que les compteurs de traits par millimètre me contrediront peut-être, mais moi, à mon sens, la définition du 35, elle est assez proche du HD. D'ailleurs, toutes les projos HD qu'on a vus, de films qui ont été faits en Alexa, on n'a pas dit que c'était mou et que c'était moins défini que du film. Donc dès qu'on induit plus de définition, ça induit beaucoup de choses en plus. Après, le 4K, ça peut être un outil formidable pour des choses très simples, genre la stabilisation. La post-stabilisation, il y a beaucoup de logiciels qui sont maintenant très très efficaces là-dedans. Et c'est vrai que des plans d'hélico, par exemple, où des fois on a un petit peu de mal à maintenir l'horizon, on le fait un tout petit peu plus large que prévu, et puis on sait qu'on pourra zoomer dedans à presque 100% si on a une finition en 2K. Pareil pour tout un tas. On peut imaginer, moi j'aimerais bien faire des essais aussi, de voir si on peut faire du stead du pauvre en faisant de l'épaule en 4K avec une stabilisation derrière en 2K. Ça peut être très intéressant. Mais il y a une dimension immersive dans le 4K qui est très intéressante, mais pas forcément pour le cinéma. C'est-à-dire que, mais après on touche plus à la sémantique du cinéma, c'est-à-dire qu'un plan de foule en 4K, c'est plus aussi figuratif qu'un plan de foule en 2K ou en HD, où ça va figurer une foule. C'est que là, on va voir tous les visages. Donc c'est plus un plan de foule, c'est des visages, c'est des gens. On a envie de faire pause pour aller identifier chacune des personnes. Et moi, j'ai presque le même problème sur les gros plans, sur des comédiens en 4K, parce qu'on est tellement dans les pores de la peau, dans les petites cicatrices, dans les trucs, que moi, je sors du film et je vois le comédien, je vois l'homme, et je vois plus le personnage. Donc tout ça, c'est nouveau, c'est des outils qu'on a entre les mains, il faut savoir ce qu'on va en faire. On a vu beaucoup de gens qui se sont dit « Ouais, moi je fais du 4 carreaux, et c'est pour faire quoi ?» C'est une pub pour YouTube. Bon, après, moi je trouve que la sobriété, c'est une philosophie quand même assez intéressante, surtout aujourd'hui. Chacun voit midi à sa porte, mais moi j'irais plutôt, dans toutes ces possibilités, chercher ce dont j'ai besoin. Donc peut-être que je ferai sur un long métrage, peut-être que je ferai du 4K, peut-être que je ferai du 2K, ou même si j'ai pas beaucoup d'argent, du HD KMSR. Comme ça, je sais que tout est débayerisé dans la caméra. Et en plus, si vous comparez en termes de débit, hein, le HD KMSR à nombre de pixels équivalent, il n'est pas beaucoup moins compressé que certains RAW, et même des fois moins. Donc toutes ces histoires de compression, c'est assez. Il n'y a pas une vérité, il n'y a pas le RAW c'est meilleur, il n'y a pas le truc. A priori, la caméra est quand même un bon outil pour débayeriser son propre capteur. Donc ça, c'est une possibilité. Après, si j'ai des plans où j'ai de la stabilisation, où j'ai une accroche bagnole un peu pourrie, une route un peu crado, un machin, un truc, tiens, on va faire ce plan-là en 4K, ça nous permettra de le stabiliser derrière. Et puis en plus, on le fait en double enregistrement, comme ça, ils vont pouvoir monter le truc pas stabilisé. Et puis, on fera ça, nous, à l'étalo, derrière, où on fera une session flame à côté pour le stabiliser. Moi, je parle du 4K en fiction. Hein. Après, le 70 mm a jamais remplacé le 35 pour tout un tas de raisons. Oui, mais ça, The Master, moi, j'aimerais bien discuter avec l'équipe technique parce qu'on nous a déjà balancé le film totalement tourné en 70 mm. Et en fait, les Américains, ils aiment beaucoup faire les plans larges en 70 et toute la fiction en 35.
toute la comédie en 35, parce que les optiques 70 mm, c'est du moyen format, c'est des optiques Blade en général, donc enfin c'est du Zeiss. Pour Blade, ça ouvre entre 3,5 et 5,6. C'est impointable, c'est pas du tout fait pour être pointé. Les visées et tout, machin, c'est une tannée, quoi. Les caméras 65, c'est pas du tout fait pour être utilisé ni à l'épaule, ni au stead, ni machin. Donc voilà, il y a plein d'effets de mode. Là, en ce moment, on nous balance le 65, c'est le truc. Il y a Samsara qui sort, il y a machin. Samsara, c'est très beau, c'est pas du cinéma. Enfin, c'est pas du cinéma de fiction comme on l'entend. Moi, je parle vraiment de cinéma de fiction. La F65 qui part d'un capteur 8K en 4K est la plus définie aujourd'hui. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est du 2K. Donc je me dis, je pars d'un capteur 4K, je fais une down conversion dans la caméra, je suis déjà sur de la surdéfinition. Donc voilà, après tout ça, ça se discute. Encore une fois, on n'a jamais eu autant besoin aujourd'hui de faire des essais en pré-production, de comparer les workflows, etc. et d'aller choisir un rendu sur le support final. C'est-à-dire que de plus en plus de tournages partent la fleur au fusil, tournée en RAW, sans savoir où ça va être débayorisé, ni même dans quel espace couleur, machin. Avant, quand on était en 35, on utilisait les mêmes péloches 4 fois, 10 fois, 100 fois par an, et on refaisait des essais à chaque film pour que le réalisateur puisse valider un rendu esthétique sur le support final. Donc on a encore plus besoin de ça aujourd'hui, surtout qu'il y a un poste qui disparaît de plus en plus sur les budgets petits et moyens, c'est le directeur de post-production, alors qu'on n'en a jamais eu autant besoin. Et c'est pour ça que les chefs-op aujourd'hui ont besoin de rentrer, de mettre les mains dans le cambouis, dans ce cauchemar des espaces couleurs, des codecs et des compressions, etc. Je vérifie tout, je vais vérifier jusqu'aux sorties DVD, Blu-ray sur les longs métrages que je fais passer sur des projecteurs calibrés et sur des écrans calibrés, parce que une fois sur deux, c'est mal fait. Une fois sur deux, c'est mal fait. Alors c'est vrai, si vous avez la chance d'avoir un peu de thunes et que ce soit tout fait par Digimage, Éclair ou des gens comme ça, qui ont tout le workflow et toute la chaîne et qui sont super établis, il n'y a pas de problème. Après, si vous allez chercher des prestataires un peu moins chers, un peu plus machin, si vous n'êtes pas sur leur dos tout le temps, vous allez vous faire avoir. Et si on ne fait pas des essais avant pour valider un truc, on peut vite se retrouver devant un fait accompli qui est assez désagréable. Aujourd'hui, le meilleur outil pour visionner le RAW, alors il y a bien sûr RAW Viewer. Est-ce qu'il y a un montage natif? C'est ça que je demande. Monter du RAW, c'est un peu un contresens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas tellement de machines qui peuvent monter du RAW. En plus, faut débayeriser, faut afficher une courbe. C'est pas tellement des machines de montage qui vont être capables de gérer du RAW à ces débits-là. La logique du RAW, c'est plutôt justement, alors soit on a une caméra qui tourne que en RAW, type Alexa XT, les nouvelles, qui ont l'enregistreur codec on-board, mais qui peuvent plus enregistrer de ProRes du coup en même temps, ou les RAID. Et là, du coup, il faut transcoder les rushs. Et on va faire, en général, on fait un ProRes LT ou un truc comme ça pour le montage. Là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir enregistrer le RAW et en même temps un XAVC en HD, l'UT, pour pouvoir faire le montage. C'est les mêmes noms de fichiers, c'est les mêmes timecodes. La confo, elle se fait toute seule automatiquement. Moi, je ne vois pas tellement l'intérêt d'aller monter du RAW. Après, tout le monde peut avoir ses raisons et ses trucs. Monter du RAW, c'est un peu un contresens. C'est comme si vous alliez monter en 35 avec un négatif, quoi. On a toujours fait des positifs pour les monter et puis après on conforme le neg, quoi. Ça n'a pas de sens de monter en négatif. C'est exactement la même philosophie, le RAW. Aujourd'hui, il y a un outil qui est vraiment excellent pour visionner le RAW, c'est DaVinci Resolve, le Lite. Il est gratuit, il permet d'exporter du 2K. Après, avec ce système de double enregistrement, vous n'avez pas tellement le besoin de faire des proxys à partir de votre RAW. Encore une fois, c'est une étape en moins et on va direct au montage. Après, ça peut quand même vous permettre, si vous êtes en proxy HD, comme le point est quand même un peu violent sur le 4K et que vous enregistrez du 4K RAW, F65 RAW Viewer ou DaVinci Resolve vont vous permettre de checker le point, par exemple. Voilà. Évitez d'avoir des mauvaises surprises, allez checker un petit peu de temps en temps. Ça, c'est les deux outils qui, pour l'instant, permettent en natif et surtout gratuitement de regarder vos fichiers et pour DaVinci Resolve de les transcoder. Alors, pour les workflows, aujourd'hui, Avid est sur le point d'avoir son plugin qui marche. Pour l'instant, il est compatible uniquement en HD, mais il va bientôt prendre le 2K et le 4K XAVC. Même si, pareil, quand on tourne en 4K XAVC, comme on est quand même dans des 600 mégabits, on a la possibilité de faire un proxy en HD pour pouvoir conformer derrière. Donc on a toujours ces
ces doubles possibilités sur la même carte, hein, toujours sur les S-Bias Pro Plus. Malheureusement, Final Cut 7, a priori, ne sera pas mis à jour. Ça, c'est un peu triste, mais voilà. Il va falloir switcher sur Premiere ou sur Avid. Et Final Cut X va pouvoir prendre le truc, mais les monteurs n'ont toujours pas l'air d'être très copains avec ce truc-là. Pour les logiciels d'étalonnage, je crois qu'à peu près tout le monde est sur la brèche. Voilà, Lustre, Resolve et tous les autres. Alors ouais, je vais revenir sur 2 trucs sur l'ergonomie. D'abord, la première, c'est que comme vous l'avez ou comme vous allez peut-être le remarquer, on a un petit point faible sur la caméra pour l'instant qui est la prise Viewfinder. Ça, il y a des nouveaux connecteurs qui vont arriver dans le courant de l'année. Parce que là, c'est vrai que ça dépasse un peu. C'est de la prise un peu voilà. Donc il va y avoir des connecteurs coudés qui vont arriver assez rapidement. C'est que le câble à changer, c'est pas du tout, vous n'avez pas besoin de changer tout le bloc. Et autre chose que je trouve vraiment très très chouette, parce que c'est vrai que contrairement à d'autres caméras comme les Canon ou les Red, par exemple, qui en termes d'ergonomie sont quand même assez déroutantes, là on a des systèmes. Alors là c'est la cross épaule Shape. La cross Sony va ressembler énormément à ça, avec les rosettes Harry sur les côtés et les tiges en 15. On a la monture rapide VCT14. Alors le scope, pour l'instant, il n'y a pas la possibilité de faire du scope. La F65 a une option de désanamorphose dans la visée. Donc bien sûr, comme le capteur est en format 1,90, un truc comme ça, donc tu vas te retrouver avec des bandes à droite et à gauche. Mais encore une fois, vu la surdéfinition dans laquelle on se retrouve, on n'a pas une grosse perte d'image. Mais effectivement, il va falloir trouver un système pour désanamorphoser la visée. Il y a tous les formats existants, et je ne sais pas si je l'ai dit ou si je l'ai dit ce matin, mais quand on vire le display et toutes les saloperies, on garde ce cache dont on peut régler l'opacité, si c'est une ligne, si c'est un machin. C'est vrai que le petit inconvénient de ces capteurs-là, c'est que comme on enregistre la totalité de l'image du capteur, on n'a pas de réserve. Donc là, on est en 2.35, on se met à griser à 50% et on peut voir la perche. Bon, on ne verra jamais les entrées de champ des comédiens sur les côtés. Si on est en scope sphérique, du coup, on n'aura plus la perche, mais on aura les entrées de champ sur des comédiens sur les côtés. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Bonjour tout le monde, je m'appelle Arthur Sauvadon, je travaille à la location chez Visual Impact France. Donc en fait j'étais à la vente à la base je suis allé à la location pour développer tout ce qui est digital 35 mm et ce genre de produits-là. Vous connaissez peut-être Visual Impact parce que la grande philosophie de Visual Impact, ça a toujours été de ramener des produits un petit peu intéressants, notamment pour les gens qui ont utilisé des caméras Sony, notamment les FS700, FS100 et compagnie. On a été les premiers en Europe à ramener la bague Metabone, ce qui permettait de mettre des optiques EF sur des NEX et récupérer le contrôle du diaph. Donc ça fait partie des outils qu'on essaye de ramener. Chaque caméra F55 que vous louerez chez Visual Impact France viendra forcément avec le système ARRI. Pourquoi le système ARRI? Parce qu'on a trouvé que c'était le mieux. Ça intègre une épaulière. Et puis hop là, je vais peut-être tout casser. Si j'arrive à vous montrer, il y a autre chose qui est pour moi très important. Et Thomas l'a soulevé, le fait que le connecteur était quand même un petit peu fragile ici. ARRI fabrique une protection de connecteur. Donc ici, là, c'est un prototype gracieusement prêté par ARRI Accessories. Donc c'est pas la version finale, mais dans l'idée on y est. Donc il y a cette protection de connecteur qui est vraiment intéressante. Donc on a aussi les optiques, les Fuji notamment, pareil on a embrassé dès le début. Cette épaulière Shape dont parlait encore une fois Thomas, nous en fait on l'a acheté pour les mettre avec les Fuji, avec les F3. Parce que disons que c'est une optique qui donne envie de faire de la vidéo avec, comme on peut le faire avec une 350, comme on peut le faire avec une 500, avec une 700. Et en fait, c'est ce qu'on a trouvé de plus proche pour faire ressembler un caméscope à la F3. Et il se trouve que par hasard, on a eu la chance de voir que l'ergonomie de la F5 nous permettait de le mettre dessus. Et voilà, et donc du coup on a pris ça pour la bonne et simple raison que cette optique-là avait une application un petit peu spéciale et qu'au niveau de l'ergonomie, il fallait qu'on l'adapte. Donc ce produit marche très bien.
On a toutes les saveurs de poignée que vous voulez. On a des follow focus. Donc on a du FF4, on a des choses comme ça. Encore une fois, donc nous on aime bien la F5, la F55, mais on est d'accord pour dire qu'il y a une caméra pour chaque projet. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on élabore un devis et qu'on trouve exactement la configuration qui vous va. J'ai une dernière chose à vous montrer que Thomas avait brièvement parlé. Donc déjà, on a des adaptateurs pour la monture FZ, parce que comme on est déjà passé par la F3, on a déjà fait un petit stock d'adaptateurs. Là, aujourd'hui, on a ramené la bague MTF. C'est pas forcément la meilleure, dans le sens où, au niveau de la fabrication, c'est un petit peu aléatoire, on va dire, selon l'adaptateur qu'on prend. Mais ça nous permet au moins de monter des optiques comme celle-ci, par exemple. Donc ça, c'est des Prime Circle. C'est des optiques qui sont très intéressantes parce qu'en fait, c'est des Zeiss photo. Pour les gens qui font de la photo, vous les connaissez forcément, ces optiques. C'est des optiques qui ont donc un diaph manuel, qui sont très piquées et qui ont des très bonnes ouvertures. En gros, la série, c'est à peu près une ouverture de 1,4 sur toute la plage focale. C'est Prime Circle qui fait ça. C'est un chef opérateur italien en fait qui recarrosse ses optiques. Donc comme vous voyez, déjà c'est très joli. Bon après c'est Pimp My Ride. Enfin pour le côté joli, à la limite c'est pas très important. Mais donc du coup le macro, ce qui est intéressant, c'est que donc du coup la plage de pointe est quand même assez grosse. Seul inconvénient qu'on a déjà soulevé, le fait que la frontale avance et donc du coup il faut une matbox en clip-on si vous voulez utiliser des matbox.